BioHerbs Cacao. C'est un cacao en poudre de première qualité, avec de l'eau chaude ou du lait. Profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes. Augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans cet espace Grande Tribune pour échanger autour de l'actualité. Aujourd'hui, nous revenons sur une question sur laquelle nous avons débattu la semaine passée, on va dire, avec deux invités. Aujourd'hui, on a changé le plateau, mais la même thématique. Un nouvel invité parmi nous, Monsieur Thomas Gamakolo, qui va donc rejoindre ces débats pendant que Maître Joël Kitenge était également avec nous dans notre premier numéro. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Grande Tribune. Maître Joël Kitenge, bonjour, vous nous faites une nouvelle fois honneur ce matin. Merci de cet honneur que vous nous faites d'être avec nous. Merci beaucoup, salutations également à mon co-débatteur, mais également c'est un confrère, heureux d'échanger, de copartager les plateaux avec lui aujourd'hui. Et puis pour la chaîne qui ne cesse de nous surprendre. Donc, à chaque occasion qu'il y a utilité de faire éclairer l'opinion, vous faites appel à nous. Cependant, il y en a plein de Congolais qui en connaissent et qui savent bien la maîtrise autour de la question qui fait l'objet du débat. Merci beaucoup, Maître Kitenge. Maître Gamakolo, bonjour, Maître. Merci d'avoir accepté de participer à ce débat. Je vous remercie également de m'avoir invité et de m'avoir réuni au plateau avec mon co-débatteur qui est un champion des débats et un avocat avéré, un avocat confirmé, invétéré. Et j'ose croire que ce débat sera de haute facture et surtout mon espoir est que ça sera une contribution à la paix et à la cohésion nationale. Nous allons quitter un peu les guerres des nationalités. Grâce à ces débats, on va essayer un peu d'élever la barre un peu plus haute. La fois dernière, vous deviez être avec nous, mais vous avez un petit souci de santé. Oui, j'ai eu un petit souci de santé. Et je n'ai pas pu suivre vraiment l'émission parce que j'étais vraiment en plein soin intensif. Maintenant, Dieu m'a fait grâce, je suis au milieu de vous. Et je suis prêt à répondre, comme je n'avais pas suivi, à répondre, à donner un peu d'échange sur ce qui a été dit la fois passée. Oui. Merci beaucoup. Voilà. Le débat est lancé, mais avant, l'actualité reste dominée par les sommets États-Unis-Afrique, où la présidence, disons, la République démocratique du Congo a signé un accord avec le président américain, l'État américain. Très bientôt, nous aurons
donc en RDC, une industrie de transformation des matières premières qui s'est construite et en Zambie et en République démocratique du Congo. C'est un des accords de ce sommet. Bientôt, nous reviendrons sur tous les détails par rapport au sommet, à ce sommet donc, qui se clôture normalement aujourd'hui, selon les dernières nouvelles. Voilà. Le débat sur la nationalité congolaise, qui est congolais, qui ne l'est pas. Mais avant, il faut d'abord que nous sachions, Maître Joël Kitenge, on commence par vous, puisque vous aviez l'autre fois ouvert le débat. Est-ce que la nationalité congolaise a toujours existé? Bon, en un mot, tout de suite, je vais vous répondre oui, puisque le Congo, depuis 1960, a accédé à son indépendance, sa souveraineté tant nationale qu'internationale. Et de ce fait, je vous avais déjà présenté l'embryon de 3 fondamentaux. S'il faut parler d'un État, il faut qu'il y ait un territoire, un peuple et puis un pouvoir public. Les 3 font d'abord l'embryonnaire de l'existence d'un État. Qui dit l'État, il y a des règles qui sont dictées, il y a des textes, il y a des limites, il y a des règlements, il y a des lois, et dans lesquelles nous trouvons que les événements qui se sont passés, tant dans la constitution de la charte coloniale, la constitution de Loloabourg, la constitution d'Isaïr, qui l'incitait, que l'article 7, par exemple, de la constitution d'Isaïr, qui reste une source des droits constitutionnels aujourd'hui, dès lors que cela n'est plus d'application. Nous avons une autre constitution qui est actuelle et qui est applicable. Par exemple, cette constitution, l'article 10. Donc, au regard de ces éléments, des tableaux tels que il est probable et vrai de rassurer qu'il existe une nationalité. Elle a commencé pendant l'indépendance, à l'excession de l'indépendance. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler des Congolais. Bon, non. Là, vous ne parlez pas des Congolais comme identité, c'est autre chose. Il ne faut pas mettre tout dans tout. L'identité congolaise, c'est un autre débat. La nationalité congolaise, c'est un autre débat. Puisqu'il y a des gens qui peuvent s'attacher au Congo sans qu'ils soient congolais. Là, il ne faut pas chercher ce genre d'éléments comme si dans une nation, il faut que les nationaux seulement qui doivent vivre et habiter. Le début de la chose, c'est après la conférence de Berlin. Non, il faut d'abord que nous considérions la nationalité. Le mot qui est important dans ces mots, c'est quoi? C'est le mot nation. Et nous avons commencé à exister comme nation à partir de quelle date? C'est connu. Avant, s'il faut partir de l'histoire de la colonisation, vous trouverez que nous étions un bien. J'utilise les mots un peu moins appropriés. Okay. Un bien appartenant au roi de Belge. Okay. Sa propriété, c'est comme, je prends à utiliser un langage agricole, donc une ferme. Une ferme, et le fermier là, c'est le roi de Belge, et nous lui appartenons. Jusqu'à ce que le menace, les partis socialistes lui ont mis aux aguets, il a retourné la gestion du Congo à l'État belge. À l'État belge. Nous étions une propriété du roi de Belgique et ensuite nous redevenons une gestion de l'État belge, étant indépendant du Congo. Et pendant toute cette période, nous étions une colonisation. Dans la colonisation, retenez que tous les Congolais étaient des sujets belges. Avant l'accession à l'indépendance, c'est ça le droit et l'histoire. C'est ainsi que j'ai dit. Nous étions des sujets belges. Merci. Et là, soulignez que c'est Congo, Rwanda, Urundi. N'oubliez pas. Même bloc. Alors, Maître Thomas Gamakolo, quelle est votre réponse à cette question? Est-ce que la nationalité congolaise a toujours existé? Bon, je ne vais pas entrer dans des détails sémantiques qui peuvent perdre nos téléspectateurs, puisque l'émission a aussi une fonction didactique. Et pour être un peu direct et répondre à votre question d'abord, je dirais non. La nationalité congolaise, je ne sais pas quelle différence on fait entre nation congolaise, parce que dans la mesure où moi je considère que la nation, ce sont des gens qui ont un sentiment d'appartenance politique, ou je ne sais pas moi-même, un sentiment sociologique, psychologique, d'appartenance à un pays. Comme il a décrit très bien que l'État, c'est un territoire, c'est un gouvernement, et puis c'est une population. Ces populations sont gouvernées par ils reconnaissent l'autorité d'un État qui les régente, qui les régit. Mais à partir du moment où même ces populations n'ont pas toujours existé ensemble, parce que je considère que le Congo a toujours été un pays multinational,
qui a été formé à partir de plusieurs royaumes qui étaient indépendants les uns des autres. C'est vrai qu'ils pouvaient avoir des relations d'une manière ou d'une autre selon leur proximité, mais chaque État était un royaume ou c'est une chefferie qui vivait pas vraiment en autarcie, mais presque en autarcie. Et qu'il y a eu une volonté des personnes quelque part, qui ne sont pas tous d'ailleurs des Congolais, parce que le roi Léopold II lui-même qui a conçu avec le Stanley et toute la société, comme ce qu'on appelait à l'époque l'Action internationale du Congo, qui était une société privée auquel on a accordé, je ne sais pas moi, bizarrement, des pouvoirs diplomatiques de créer cette chose que nous appelons aujourd'hui. La société congolaise n'a pas toujours existé, parce que déjà même la nation dont il parle n'a pas toujours existé, et elle n'existe même pas encore, en ce qui me concerne, parce qu'au vu de l'état de la nation, de la déliquescence de notre nation, des déchirements, ainsi que des divisions, de l'émiettement, donc je crois même que nous sommes... La nation n'existe pas encore. Pas tout à fait, parce que vous savez, si il y a élection, chaque fois qu'il y a élection, vous sentez qu'il y a une remontée en puissance des discours de haine et que certaines personnes votent encore de façon tout à fait tribale. Beaucoup de gens ne peuvent pas se réjouir d'un chef de l'État tout simplement parce qu'il n'est pas de sa tribu. Quand on en est encore là, ça veut dire que la nation est à construire. Mobutu a fait beaucoup de choses pendant 30 ans, paix à son âme. Il a commis beaucoup d'erreurs sur le plan économique. Il a commis beaucoup d'erreurs dans l'organisation de l'armée, dans la déliquescence même de l'État. Mais ce qu'il a réussi, c'est qu'il nous a permis de transcender un temps soit peu, pendant un temps, de transcender nos divergences ethniques, culturelles, tribales et consorts, pour former un pays, pour former une nation. Parce qu'il n'est pas obligatoire que quand il y a un État, mon confrère, il est là, il ne contredira pas, chaque État ne correspond pas toujours à une nation. Chaque État n'est pas toujours un État-nation. Il y a des États-nations comme la Corée, où tout le monde parle la même langue, ils ont la même kitty, ils sont unis par rapport à une même histoire, autour d'une même kitty, d'une même langue, ils se sentent tous frères, ils se sentent tous appartenant les uns aux autres. Des États comme ça, comme le Japon, ça existe. Comme le Rwanda, avant la colonisation, c'était un État-nation, un véritable, authentique État-nation, ça existait. Mais aujourd'hui, tel que les Blancs ont construit le Congo, en ramassant le royaume Congo, le royaume Luba, le royaume Kuba, le royaume Togo, on ne peut pas parler que même la nation congolaise a toujours existé. Et j'ai dit, la nationalité également n'a pas toujours existé, mais j'ajoute quand même un détail, pour finir, ouais. Parce que je ne vais pas répéter ce qu'il a déjà dit qui est bon. La vérité est que quand nous commençons l'État indépendant du Congo, le Congo est né un État. Nous ne sommes pas nés une colonie. Ça, c'est un détail que beaucoup de gens oublient. C'est après la conférence de Berlin. Après la conférence de Berlin, le Congo est né un État, c'est-à-dire avec un souverain qui s'appelait le roi Léopold II. Il avait fait son petit parlement, il avait et le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Entre ses mains, il a créé son petit gouvernement avec quelques militaires. C'était souvent des militaires et des hommes de droit. Ça, c'est des 1. Il avait un drapeau. Vous voyez le drapeau que vous voyez là, des 6 étoiles, qui ressemble un peu au drapeau de l'Union européenne. C'était le drapeau de l'État indépendant du Congo. Et il y avait même la nationalité congolaise en ce moment-là. Mais c'était une nationalité... Tous les indigènes. Tous ceux qui étaient nés. Les autochtones. C'était le droit du sol. C'est-à-dire, vous naissez au Congo, peu importe que vous soyez indigène, que vous soyez indien, que vous soyez portugais, vous naissez au Congo, vous avez la nationalité congolaise. C'est en 1908. C'était dans la loi. C'était dans la loi. Il y a un décret qui a été pris par lui-même pour définir la nationalité comme étant tout celui qui est né sur l'État indépendant du Congo. Mais en 1908... Là, vous allez ajouter votre deuxième tour de table. Donc, ça n'a pas toujours existé. Donc, je réponds à votre question. La nationalité congolaise n'a pas toujours existé. Merci. Mais le Congo est né État avec une nationalité congolaise. Merci. Qu'on a mis en bémol en 1908 quand nous sommes devenus maintenant une colonie belge. Avant de prendre la deuxième question, Maître Joël, est-ce que vous partagez ce point de vue qui dit que la RDC, le Congo n'a toujours pas été, nous n'avons toujours pas eu une nationalité congolaise, selon ses propriétaires. Écoutez, je crois que mon co-débatteur, sauf peut-être mauvais entendement de ma part, il fait une confusion. Il fait une confusion, puisqu'il ne faut pas ici que nous puissions confondre tant dans la sémantique, dans l'exégèse de ce qui nous pousse à analyser la nationalité, entre-temps, arriver dans cette conclusion d'un élément qu'il a soulevé de 1800, 8,
1885. Non. 8, quand la nationalité, l'État indépendant du Congo avec le drapeau bleu. Je reviens sur ce que vous avez dit, où le roi a créé un petit parlement, un gouvernement où il mettait le gouverneur généraux qui étaient de part et d'autre, spécialement les militaires ou les magistrats qui travaillent déjà dans la couronne. Et donc je fais allusion à ce que vous venez de dire tout à l'heure. Il confond la nationalité du point de vue sociologique et la nationalité structurelle qualifiée de forme administrative. Ça, c'est un élément à ne pas mettre tout dans un État. État. Non, je veux juste comprendre les deux aspects. Vous n'allez pas comprendre puisque je n'ai pas encore dit. Non, allez-y. Lorsqu'il fait dans la réflexion que le Belge ont essayé de prendre le Kuba, le Lunda, le Chokwe, le Ilungamvidi, le Mwatayanvu, les gens, bref, dans ce que nous avons été, même lui et moi avons appris un cours, je crois en deuxième année, les structures de l'État, donc la manière dont les États africains ou le Congo fonctionnaient avant le blanc, avant la colonisation, comment les États collaboraient et vivaient même la présence du monnaie. Donc, il le sait autant que moi. C'est un vieux cours que nous avons appris, je crois, en deuxième année, sauf erreur de ma part, à ce niveau. Là, il les confond. Attacher nationalité à une culture, nationalité à une langue, nationalité à un pouvoir traditionnel, ça, c'est purement la nationalité qu'on appelle sociologique. Qui, du point de vue des chercheurs, même tant ontologique, tant de la démographie, tant culturelle, tant il faut lier un fond à une culture, à une tradition, à des rituels, à un peuple, comme il était des sous-royaumes du royaume, dont même dans la partie Rwanda, il en existait, puisque vous parlerez du roi Bugiri, et dans la partie Burundi, il en existait aussi un royaume. Et en Ouganda également, il en existait des royaumes, et le nom de ce roi existait, et les peuples qui y sont. Lorsque la conquête de l'Europe, de l'Europe, donc après l'exploration, vous connaissez, on était dans les temps des vassals et des vassaux. Les combats, on vient, on conquiert un territoire. Et là, on trouvait les gens, je ne préfère pas ces mots, ça me choque souvent, mais utilisons comme il le disait, nos aïeux qui n'étaient pas non civilisés, j'aime pas ces mots. Puisqu'ils avaient leur vie, ils avaient leur façon de voir le monde, de diriger, de vivre, de culte et tout. Ce n'est pas civilisation pour lui amener la Bible. Civilisation à l'occidentale. Bon, ça aussi, j'aime pas, puisqu'il n'y a pas une civilisation occidentale. Okay. Et quand on regarde ce qui se passe à l'occidental, nous y voyageons souvent, ils se comportent à même des animaux. Puisque la civilisation occidentale, c'est marié homme, femme, et tout ça, et la tananazie, et tout. Ils ont ce que vous appelez la civilisation occidentale, c'est purement, même un animal ne peut pas faire ça en Brousse. Et ils le font. Je ne parle pas de cette civilisation occidentale. Quand est-ce qu'on peut... J'ai ma façon de voir ça. Peut-être les autres avons... Quand est-ce qu'on peut parler de façon raisonnable de il faut situer, nous parlons du Congo, il faut situer cette question des nationalités comme je l'ai essayé dans les temps et dans l'espace. C'est que le Congolais, celui qu'on appelle le Congolais aujourd'hui, vivait bien avant. Puisque dans les royaumes, je voudrais un peu faire un topo très loin, dans les différents royaumes qui existaient, tant chez Mani Congo, tant chez les Baumbu, chez les Bateke, chez les Chokwe, chez les Kuba, c'est Ilungamvidi qu'on appelle généralement les Kasaïens, Luba et autres, ou c'est Ngongo Lutete, c'est le Tetela, ou encore c'est Kasongo, où on était chez Kibonge quand on était dans la partie Est. Vous trouverez que dans ces royaumes-là, ils avaient déjà des liens de coexistence qui étaient soudés souvent. Ces rois, ils étaient polygames, polyandres, à 10-15 femmes. C'est l'enfant qui va aller naître de l'autre côté, qui crée l'autre royaume. Et par les liens du sang, il est attaché au grand-père de là où il est parti. C'est là où sa fille est allée être mariée, qu'un royaume continue. Et les neveux qui sont là s'identifient à celui-ci. Et il y avait déjà les liens sociologiques qui les unissaient comme peuple, comme une identité, tout en étant attachés à des différentes cultures. Là, on peut analyser les 5 grands royaumes, par exemple, du Congo, qui, ils existent encore, pas dans la manière où ils étaient avant, puisque le roi Chokwe, le Mwatayanvu, qui prenait une partie du Bandundu, de l'Angola, du Katanga, existe encore à Sandoa.
Oui, oui. Et quand vous prenez le roi Mani Congo qui prenait la Pour partie finir, du Congo ok. central, le Congo ici, ville de Kinshasa, Vos vous 5 voyez minutes. là, vous êtes en Vos face du 5 minutes. TGI, Merci. TGI Kalam. Merci beaucoup. En diagonale, là où il y a l'immeuble de Dasnel. Merci. Merci beaucoup, maître. Mais Je on est pense en que- D, tu peux lui concéder mes minutes, mais permettez-nous Je- de vous terminer n'avez pas à des fini. fois nos idées. Terminez votre idée, je vais vous remettre le temps. Et vous le verrez, vous allez chez Motayan, vous le roi vous donne aussi le Kuba, temps en même temps. le roi Kuba, qui est encore vivant et qui n'est pas mort, Sa Majesté Lukengu, il existe. Le roi Luba, il existe. Et vous êtes dans les royaumes mini-Congo, ici dans les grands bas de doigts. Kwilu, le roi mini-Congo existe et le royaume et le roi qui est l'héritier du trône existe. Mais ils n'ont plus le même Pour conclure, conclusion conclure. d'ampleur. J'insiste que la nationalité telle que structurelle, puisqu'avant quand il naissait, on n'établissait pas un acte de naissance, Merci un certificat de naissance à Merci. ceux qui vivaient aux aïeux. D'accord. Avec l'arrivée de l'écriture, de la civilisation, Merci. de blanc que vous appelez, et bien maintenant Merci. on commence à donner un papier contre Merci. celui qui D'accord. est né pour Merci. commencer à parler de la nationalité. Très bien, merci beaucoup. De manière administrative et Maître- structurelle. maître- Ça existait. Merci beaucoup, maître Joël Kitenge. Mais je vais juste demander à nous deux de développer nos arguments dans 5 minutes. Quand je vous donne la parole, maître Thomas, développez votre argumentaire dans 5 minutes, vous ne pas dépasser, vous aussi, pour que Non, je dois récupérer. Il a pris au moins 2 minutes chez moi. Donc, les moi, je temps dois soient récupérer équilibrés. 7 minutes. Alors, Sinon, il allez-y. va parler plus. Allez-y, maître. Alors, Quand est-ce qu'on peut raisonnablement parler de bon, nationalité en tout congolaise? cas, je n'entre pas dans un débat d'académiciens pour ne pas perdre nos téléspectateurs. J'attendais de la part de mon confrère qu'il explique très bien ce qu'il entendait par nationalité sociologique. J'ai compris que pour lui, la nationalité, sur le plan sociologique, c'est cette communauté qui est liée par comment dirais-je, la langue, hein, une langue commune, une culture commune, des croyances communes. Vous voyez un peu, c'est ce qu'il a appelé la nationalité. Bon, ça, ce sont des critères de définition de la nation sur le plan objectif. Parce qu'il y a la nation, dans la conception allemande, qui est plus ou moins raciale, hein, ou raciste, comme on disait, qui est fondée sur l'agrégation d'une communauté autour de l'histoire commune, des valeurs, même pas de l'histoire vraiment comme telle, mais en tout cas de la langue commune, de la race commune, comment dirais-je, d'une même culture, de la culture commune, comme les peuples germaniques. Donc ils avaient une certaine notion. Ce sont les Français qui plus tard ont introduit la notion de vouloir vivre ensemble, qui peut faire que même lorsque vous n'avez pas une même langue, Voilà. même lorsque vous n'avez pas une même culture, même lorsque vous n'avez pas de mêmes traditions, vous pouvez vous agréger autour d'un idéal qui consiste à construire une nation par le vouloir vivre collectif. Et à partir de ce moment-là, on parle de nation. Mais la nationalité est un élément qui est beaucoup plus fondamentalement juridique. Lorsque je dis que la nationalité en ces termes juridiques-là, parce que moi je suis juriste, je ne suis pas sociologue, en termes juridiques, la nationalité doit être définie dans une loi. C'est un État qui, par sa législation, fixe quelles sont les personnes qui sont éligibles à appartenir à son pays, à ces pays, parce que les pays, c'est des territoires. Hein, donc, sur les plans géographiques, c'est ça, on dit pays, mais dans les pays, il y a... oui, c'est l'État qui doit fixer par des règles et des lois. Et cela a été fixé une première fois en 1885, quelques temps après, je n'ai plus de date exacte dans la tête, quelques temps après qu'on a donné au roi Léopold de la souveraineté sur l'ensemble du territoire congolais. Et à ce moment-là, lui, il a défini qui doivent être congolais. Et il avait dit c'est tout celui qui est né. Donc, il pratiquait les droits du sol, indépendamment du fait que... Ça, c'est dans la loi de Léopold II. Oui, il a pris une ordonnance royale pour définir que... Qui est congolais? Celui qui est congolais, de l'État indépendant du Congo. À l'époque, parce que je vous ai dit, l'État est né, nous sommes nés État. Alors, lorsque nous arrivons en 1908, l'action internationale du Congo, qui était constituée de la Troïka, c'est-à-dire l'Allemagne, les États-Unis, la France, ces pays-là qui l'ont laissé, en fait, le Congo, afin qu'ils jouent le rôle de l'État gendarme, organiser la police, la justice et l'armée, et puis un peu essayer de créer des sociétés à charge pour domanialiser le Congo. Ces pays-là qui étaient toujours derrière, qui tiraient les ficelles parce que
économiquement parlant, ce n'est pas la Belgique qui avait plus de sociétés ici. Ce sont des Américains, ce sont des Anglais, ce sont les Allemands, parce qu'ils étaient cousins aussi à l'empereur allemand. Ce sont ces gens-là. Et les Français qui lorgnaient toujours parce qu'ils avaient des droits de préemption pour avoir des intérêts également au Congo. Voilà, ce sont ces gens-là qui lui ont demandé à la fin de compte, qui lui ont mis pression parce qu'il avait vend des exactions qu'il aurait commis. Ils lui ont mis la pression pour qu'il rende ce qu'on lui a donné. Parce que le Congo était constitué comme un écrin du monde, comme un réservoir de minéraux. C'est pourquoi on avait dit que le commerce doit être libre sur les bassins Le libre-échange du Congo. Voilà. Et que donc toutes les nationalités pouvaient venir ici et devenir congolais. C'était une chose du monde. Et par rapport à cela, ça n'a rien à voir avec le fait d'être Tchokwe, d'être ceci, d'être cela, parce qu'on n'a pas consulté le Tchokwe, on n'a pas consulté les Manikongo, on n'a pas consulté les Mwami, on n'a pas consulté personne. Ils étaient là, ils ont regardé juste les intérêts par rapport aux cartographies des géologues qui sont venus ici avant faire des prospections pour dire que voilà, c'était un scandale. C'est pas pour eux que nous sommes un scandale sur les plans de minerais, parce que c'est vraiment fait exprès. Alors on a pris à tout le monde, on a pris un peu à l'Afrique, au niveau de l'Afrique centrale. C'est expressément qu'on a C'est expressement, on a divisé des peuples, on a divisé des royaumes, on a divisé... Quels royaumes ont été divisés? Le royaume Congo a été divisé. Une partie est allée en Angola, une partie est restée ici, une partie est allée à Brazza, une partie... Okay. Je vous renvoie au discours célèbre des mois d'entier militants de sa splendeur, où il disait qu'il y avait même un tombeau sur lequel la frontière passe et que la tête du roi est du côté des Congo-Brazza, les jambes du côté du Congo, et il disait ça pour faire rire, mais ça fait rire, mais c'est ça la réalité. C'était comme un gâteau qu'on coupait. Et c'est de cette même façon qu'on a coupé partout. Vous allez voir, il y a des peuples de part et d'autre, jusque là où ça pose problème, il y a la guerre des nationalités au royaume Rwanda, qui s'étendait également jusqu'ici chez nous. On a pris également une partie de ces royaumes, et c'est fait que des peuples, des mêmes cultures, des mêmes langues, j'ai fait 7 minutes, vous êtes sûr? Vous êtes dans 5 minutes. Voilà, donc j'ai 2 minutes. Vous me prenez 1 minute. Des peuples de même langue, de part et d'autre, se retrouvent une partie au Rwanda, une partie ici. À partir de ces moments-là, lorsque on est en train de faire, on a fait ces découpages. D'ailleurs, les frontières, on a réellement fini de découper les frontières en 1900, je crois le 11 août 1910. C'est là vraiment qu'on a fini pour la frontière de l'Est. Parce que même la conquête occidentale, la pénétration coloniale, c'était progressivement. Jusqu'à 1905-10, les Belges n'avaient pas vraiment la pleine souveraineté. Bien que sur le papier, il en avait. Sur l'Est, il y avait encore Tipo, il y avait Sefou, il y avait des gens qui étaient là, qui étaient en fait s'opposer en fait à la pénétration royale. Et je vous sais pas comment il a pu riser pour avoir l'Est et avoir finalement négocié avec les Allemands pour pouvoir découper la frontière de l'Est en 1910. C'est vraiment en 1910 que les frontières là-bas ont été fixées. Merci beaucoup. Donc, voyez, donc c'est progressivement. On ne pouvait pas parler en ce moment-là déjà en 1805 de la nationalité congolaise là-bas à l'Est. Parce que ce n'était même pas encore vraiment sous les compteurs des Belges. Merci beaucoup, Maître Thomas Gamakolo. Maître Kitenge, je vous donne la parole, mais s'il vous plaît, veuillez rester dans votre timing de 5 minutes et puis nous allons donner la parole à votre co-débatteur aussi. S'il vous plaît, messieurs. Alors, que pensez-vous de ceux qui pensent que les Banyarwanda et les Banyamulenge ne sont pas congolais d'origine, mais qui peuvent se naturaliser? Que pensez-vous de cette question? Donc, ici, d'abord qu'il faille à ce que les téléspectateurs qui nous suivent comprennent au moins que, comme je l'ai dit dans mon introduction, j'ai dit peut-être que c'est moi qui ai mal compris l'idée de mon co-débatteur. Mais à l'attendre dire, je n'ai pas senti une contradiction par rapport à la théorie où il soutient Mordikis que cette nationalité n'existait pas. Entre-temps, j'ai commencé par démontrer sur lui-même dans sa démonstration. Quand il parle d'abord, quand on est né, nation ou les restes, si j'essaie de faire un distinguo, je ne suis pas allé dans l'aspect ni sociologique ou académique, autant que lui et moi, je n'ai pas fait la sociologie, nous sommes de même formation, mais on se cultive dans les recherches pour essayer d'agrandir notre limite là des juristes et comprendre ce qui ressort de là où on a été formé ou de ce à quoi on nous a introduit dans le cerveau. C'est que la nationalité, le papier, le texte, les règles qui ont été éditées pour la gestion administrative, il faut le dire, qu'elles sont venues par le blanc. Ça, j'utilise le mot simple. Pourquoi quand le Congo
tant le Rwanda et l'Afrique existaient, imagine, nous étions loin de l'écriture formelle que nous utilisons aujourd'hui, les papiers et tout ça, alors que la nationalité devrait être dite et parlée comment. Une fois que cette structure, la communauté, l'État, comme il est dit, nous sommes nés un État, s'organise, alors il parle même d'un édit royal qui déterminait déjà la nationalité. À cet être, lui et moi je l'affirme, et lui-même de manière implicite affirme aussi autrement, mais il les détaille. On ne se contredit pas. Ok. Ça, c'est ma compréhension. Les Nous ne sommes pas contredits. Banyarwanda, ils ne sont pas congolais d'origine, mais peuvent se naturaliser. Écoute, ça revient quand même sur l'identité congolaise, la nationalité congolaise, c'est là. A été dit dans nos mêmes mots, nous l'avons dit différemment. Tant dans la théorie que je n'ai pas fait allusion, c'est à la théorie allemande là. La théorie allemande de l'État, de l'existence que j'ai qualifiée. Je dis que cette théorie est une théorie abusive, donc la nationalité sociologique. C'est une théorie abusive, mais elle n'est pas formelle et structurée pour dire qu'il y a une identité qu'on appelle nationalité sociologique. Je ne voudrais pas inventer des théories scientifiques ici, mais c'est une compréhension sociologique avant de parler de la nationalité dans le mot et le sens strictement juridique. C'est les règles sociétales, ce qui découle de la société, de la manière de vivre, qui se sont transformées par la suite à des règles juridiques qu'on appelle le droit plus tard. D'accord. Là, c'est ainsi que le droit lui-même, s'il vous plaît, le droit lui-même, il est parti de grec de manière philosophique, de la philosophie, et cette philosophie, réflexion, mais les Romains ont traduit cela par des règles. Et c'est comme cela que nous parlons du droit avec la paternité romaine. Mais si le grec était plus souple, c'est la philosophie elle-même qui allait donner naissance au droit. J'ai comme l'impression que vous allez répondre à ma question. Je vais répondre au deuxième tour de parole, parce que si vous prenez la parole, vous allez encore vous étendre sur 3 minutes. La question de Banyarwanda ou Banyacongolais, si nous répondons que dans les mots oui ou non, on reste dans les sensationnels politiques. La demande a été dans l'intro de cette émission que nous essayons de remonter les transcendances et que nous placions les jalons fondamentalement utiles, puisque c'est des scientifiques au plateau. Très bien. Même si nous pouvons avoir des sentiments et des connotations politiques, mais néanmoins on est des scientifiques. D'accord. Le Rwandais, le Banyarwanda... Il y a ceci, sans vous couper la parole, il y a ceci. Si je vous donne la parole sur cette question-là, il est vraiment possible que vous alliez au-delà de 3, 4, 5 minutes. Et ça va nous amener dans un dépassement du temps. Mais là, Dani, laisse-moi vous dire, vous animez tellement bien votre émission. Et donc, je préfère revenir vers vous au deuxième tour de parole pour que vous puissiez vraiment... Mais vous m'avez, mais c'est même pas 5 minutes. Donc, en le prenant, c'est ça que j'ai dit. Il a déjà fait 3 minutes. Oui, c'est même pas 5 minutes. Il peut répondre dans 2 minutes. C'est même pas 5 minutes. Vous n'avez pas la montre devant vous, apparemment. Bon. Mais allez-y. Vous pouvez lui donner la parole, il n'y a pas un problème. Puisque là, nous n'allons pas aider ceux qui nous suivent. L'utilité de cette question, c'est ce que je voulais dire. L'utilité de cette question, vous pouvez lui donner la parole, je voulais placer seulement ces mots. L'utilité de cette question de nationalité, si nous répondons par le Sassane, oui, les Rwandais, oui, non, nous restons dans tout ce qui est dit politiquement. Ces bras-là que nous puisons très loin dans l'histoire coloniale, dans la sociologie, en revenant dans les règles vraies des droits, donnent déjà des jalons pour comprendre cette question dans le temps et dans l'espace. Déjà ici au Congo, dans l'histoire, quand vous parlez du Rwandais, souvent, la compréhension générale regarde la faciès Tutsi. Quand il faut parler exactement Tutsi, j'insiste, alors que quand il faut parler du Rwandais, il faut aller la faciès Bantois, pygmée pour ne pas parler en français directement, et faciès Hutu, et dans le Hutu, c'est les Bantous. Donc le même visage que le Congolais. C'est cela même, les 3 fondamentaux sociologiques qui composent ce que nous appelons l'identité sociologique et historique rwandaise. Donc 3 peuples seulement. Entre-temps, au Congo, dans nos forêts, le pygmée y existait. Ça, c'est une question importante. Les Bantouas, ils sont ici, ils sont là-bas. Les Bantous sont ici dans leur appellation qu'on les appelle ici au Congo, et les Hutus sont là-bas dans leur appellation qu'on les appelle au Rwanda. C'est cela qu'il faut dire. Quand vous parlez du Rwanda en termes de... Les Bantous étaient en même temps au Rwanda et au Congo, mais chacun avec des appellations différentes. Oui, un Hutu, c'est un Bantou.
Un Moutou, c'est un Bantou. C'est un Munyarwanda aussi. C'est un Munyarwanda. C'est pourquoi moi je préfère le mot Munyarwanda, parce que dans Munyarwanda là, on ne parle pas ni du Tutsi, ni de Hutu, ni de Muntois, on parle seulement de cette identité, puisqu'ils sont 3. Et cela est la même identité au Burundi, pas en Ouganda par exemple. Les 2 États avaient la même identité. Et même l'hégémonie qui compose la province de l'Est, donc le Grand Kivu, est confrontée à ces 3 identités. Nous avons le Bantois du Kivu, nous avons le Bantou, et nous avons les autres qui se sont retrouvés. Il y a eu, avant l'acception de l'indépendance, quelques présences rwandaises ici. Je parle rwandaise, j'insiste. Au Congo. C'est ça que je suis en train de dire. Ok. C'est ce que je suis en train de dire. Il en existe. Et l'histoire, les manuscrits parlent, il y a en fait quelques pasteurs, le berger, qui habitaient pour leur pète le troupeau d'Aremassissi. Il y en a eu encore dans la contrée des régions de Rutshuru. Si vous pouvez essayer d'aller plus vite pour conclure. Il n'y a pas plus vite pour conclure. Tu peux le donner, continuer, puisque je ne sais pas comment conclure sur cette question. Voilà. En un seul mot, on ne peut pas le dire en un seul mot. La matière est très abondante. Exactement. C'est une matière où on ne peut pas dire ah oui, non et on s'arrête. Il faut développer. Il faut développer les idées. Ah. Et donc, c'est une matière assez abondante. Mais allez-y quand même. Merci beaucoup pour la parole. Effectivement, c'est une question abondante, mais on peut faire simple pour aider la population à comprendre. Ce qui est vrai, c'est que lorsque nous parlons de la nationalité des Banyarwanda, des Banyamulenge, qui ne sont pas les mêmes, nous pouvons dire que déjà avant la pénétration coloniale, il y avait déjà ici au Congo une réalité sociopolitique, c'est-à-dire des entités sociopolitiques, pas vraiment très organisées comme le souhaiterait, mais qui existaient déjà sur le territoire du Congo, qui étaient de langue Rwanda, Urundi. Parce que je ne sais pas pourquoi on dit seulement ça, parce qu'il y a aussi ceux qui sont venus d'Urundi, qui sont les Burundais. Il y en a qui sont venus du Rwanda, qui occupaient déjà les territoires. Parce que quand je définis... Là, c'est à quelle période? Avant la pénétration coloniale. C'est-à-dire que les Banyarwanda et les Banyamulenge, ou ceux qui viennent de Burundi, tous ces gens-là, comme quand je dis ici, en découpant les territoires, s'étaient retrouvés déjà ici au Congo. Bien avant que les Belges n'arrivent, bien avant la pénétration coloniale, parce que la colonisation a commencé à l'ouest. À l'est, c'est une pénétration qui s'est faite progressivement. Et je vous ai dit qu'on a fixé les frontières de l'est, pas à Berlin. À Berlin, on avait déjà fixé. Mais pour vraiment fixer définitivement, il fallait d'abord chasser les esclavagistes et puis définir maintenant avec les Allemands où doivent passer les limites. C'est comme ça que c'est passé sur la Ruzizi. Il y a la frontière qui passe. Ils ont essayé de découper entre l'Ouganda, les Burundi pour nous départager. Il y a des territoires qui étaient comme chez nous, Tchangungu qui est parti là-bas vers le Rwanda. Donc quand on découpe, il y a déjà des populations ici au Congo qui sont des Kinti Rwanda, de la langue Rwanda, que nous appelons Banyamulenge, et d'autres, il a appelé dans son émission passée Banyabwisha, on les appelle comme ça, qui étaient déjà sur la colline de Bwisha. Donc on trouvait déjà qu'il y avait des Banya Rwanda. Et de facto, ces gens-là étaient congolais. C'est-à-dire que les Banyarwanda ont ceci de particulier. Il y en a qui sont venus plus tard, il y en a qui étaient déjà là, sur place, au moment même où on découpait, ils étaient déjà au Congo. Donc ce qui fait que quand on fixe les frontières en 1910, c'est pas 1885, parce que là-bas, il fallait reconquérir. C'est comme les Américains ont fait la conquête de l'Ouest, les colons ont fait la conquête de l'Est. Nous, c'est Far Est, Far East, c'est pas Far West. Quand on conquiert pour dire, voilà, maintenant on fixe la limite ici, il y a déjà des Banyarwanda qui sont au Congo, au Nord Kivu. Et vous allez voir les grands groupes qui occupaient déjà le Nord Kivu. Il y avait les Bawavu, les Baoundé, les Batembo, les Banyanga. Les Banyarwanda. Non, les populations, c'est-à-dire les populations qu'on peut considérer comme autochtones qui occupaient déjà ces territoires du Nord Kivu. Il y avait les Bahavu, il y avait les Banande, il y avait les Baoundé, il y avait les Mais j'aimerais quand même vous poser juste une petite question. Et puis il y avait les Banyarwanda dans les Rutshuru, parce que Bwisha c'est dans Rutshuru. Juste une petite question d'éclaircissement. Dans les Banyarwanda, il y a deux peuples, les Hutus et les Tutsis. Dans les Banyarwanda, il y a les Hutus et les Tutsis. Les Hutus et les Tutsis étaient déjà ici. Malheureusement,
les Tutsis ont ceci de particulier, ils sont toujours minoritaires partout. Les Tutsis? Oui. Même au Rwanda, je vais vous faire rire, il n'y a pas longtemps, il y a un ami qui est allé au Rwanda. Il arrive au Rwanda, il voit des gens et puis il ne trouve pas il ne voit pas des Rwandais. Il demande à un autre ami qui m'a rapporté l'histoire, il dit, mais, mon cher, Rwandais va atteindre. Parce que pour lui, Rwandais, c'est tout. Donc quand il allait au Rwanda, il s'imaginait qu'il doit voir des gens effilochés, mais c'est un peu lancé. Mais il voyait des gens qui avaient pratiquement notre forme, et ils étaient très nombreux. Maintenant, il était un peu déçu qu'il n'a pas trouvé des Rwandais. Il disait maintenant à l'autre, mon cher, Rwandais va atteindre. Il dit que c'est tout au monde. Rwandais. C'est-à-dire que pour le Congolais, un Rwandais, c'est un Tutsi. Mais les Tutsis qui étaient avec les Hutus, un même peuple. En réalité, moi, je n'ai jamais été d'accord, excusez-moi, chers confrères, avec l'idée que les Hutus sont des Bantous, ils sont proches de nous. Bon, dans le sens où on peut élargir les Bantous, ils sont très différents de nous culturellement. Ils sont très proches des Tutsis. Linguistiquement, ils parlent la même langue par rapport à leurs croyances. Ils ont les mêmes croyances par rapport même à leurs mythes. Vous voyez comme chaque tribu a sa mythologie fondateur et tout ça. Physiologiquement. Non, les mythologies, c'est-à-dire qu'il y a des mythes fondateurs de tous les peuples. C'est-à-dire, si l'Ulé était là, il va vous dire que nous sommes descendus de ceci, de cela, on est venu de ceci, on est passé par les Mongols, c'est pourquoi on est avec les Mongols. Il y a toujours, chaque peuple a sécrété ses légendes. Et par rapport à leurs ancêtres légendaires, mythiques et tout ça, c'est le même ancêtre Gihanga. Alors. Qui a mis au monde les Bahutus, les Batutis et les Batutis, et les Batois. Et ils ont toujours vécu comme une nation depuis au moins le 15e siècle, ensemble, parlant la même langue et ayant la même culture. Et puis, ayant même les mêmes us. Quand vous mettez un Hutu avec quelqu'un de l'Ouest, ils sont diamétralement opposés. Même ces talents-là que vous voyez, de pouvoir toujours, au moins des problèmes, résoudre ça avec des massacres, des masses, ça, c'est pas une culture des Bantous. Les Bantous sont des panvitalistes. Nous aimons la vie. Nous aimons conserver la vie. On ne donne pas la mort comme ça à la légère. Lui, il a fait la guerre, il essaie. Plusieurs fois, je crois qu'il a hésité pour donner la mort si cela lui a été donné de le faire. S'il vous plaît. Vous comprenez donc si on peut conclure cette question. Cette question, je conclue en disant que les Bantous, nous, les Banyarwanda du Nord sont des Banyarwanda du Nord, qu'on appelle parfois aussi Banyabwisha, sont des Hutus et des Tutsis. Ils sont congolais. Au Sud également, il y avait des Tutsis qui sont venus plus tôt même. C'est-à-dire que le premier petit groupe, c'était déjà là vers le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle, les Banya Mulenge, qui sont passés dans leur trajectoire migratoire par le Burundi pour entrer vers la plaine de Rusizi. Ils ont monté, ils sont arrivés à Mulenge jusqu'à arriver à Minembwe. Ce n'est pas à dire que ici chez nous au Congo, il n'y a pas... Quand quelqu'un dit que nous n'avons aucun groupe, nous n'avons pas de groupe ethnique qui parle de Kinyarwanda, qui sont congolais d'origine, c'est faux. C'est faux. Merci beaucoup, maître Thomas Gamakolo. Vous avez pris 6 minutes. Je pense que vous pouvez aussi faire de même. Non, il n'y a pas un problème. Donc, vous avez senti que mon confrère, tout en reconnaissant quand même l'honnêteté intellectuelle, c'est quelqu'un qui, dans les débats, c'est la première femme à le connaître, je le connais. Il est en train de faire passer une thèse. Et dans la thèse, on ne peut pas être toujours vrai quand on soutient quelque chose dans le méli-mélo. Quand il parle d'abord du Rwandais, il s'arrête à parler de Tutsi et de Hutu, et il soutient Mordi, qui s'avère le seul ancêtre commun. Et c'est cet ancêtre qui donnerait le pygmée, qu'on appelle le Bantois, qui a donné naissance aux autres Tutsis qui il les connaît, qui les racines sont de l'optique, et il parle que c'est le même ancêtre qui a donné le Hutu. Certainement, dans ce qu'on lui a fait porter pour faire passer comme message, il peut défendre. Ça ne s'explique pas. On lui a donné pour faire passer un message. Je me suis contre ça. On lui a donné un message pour faire passer. Écoutez, j'aimerais quand même qu'on recadre ça. Hein, c'est très important. Je ne vous prête pas des paroles composables. Je ne suis pas une marionnette de quelqu'un. Je suis un analyste, je suis un expert de ces questions. Je les ai étudiées, je les ai lues, comme vous aussi, vous avez dit ici que vous cultivez. Donc je ne peux pas dire que ce que vous dites, vous venez faire passer le message. Ce ne serait pas gentil que je vous dise que vous faites passer le message des extrémistes Hutus, qui sont des Magrivis, avec qui sont liés au gouvernement que vous êtes en train de mener. Parce que nous avons des gens comme le ministre Kabanda, qui est Hutu,
nous avons déjà, comme vous Ah l'avez bon, indiqué, qui sont liés Hutu, au gouvernement qui sont alliés à vous. MNR. Donc je ne vais pas dire que et vous envoie. Je respecte votre intellectualisme. Vous avez je considère. Non. dans l'accent. Non. Vous n'avez pas le droit de dire qu'on m'envoie dire. C'est cela. Sinon, moi je dirais qu'on vous envoie dire. Alors là, ce n'est plus un débat scientifique. Si on doit rester scientifique, non. Je ne peux pas me laisser intimider comme ça. Si vous voulez rester, pourquoi vous êtes en train de dire que pourquoi vous dites qu'on m'envoie dire? Mais c'est ça, c'est ça. C'est qui? Vous êtes le secret des dieux. Besoin de savoir de qui vous portez des accusations à la porte-pièce. Donnez votre point de vue. Écoutez, si scientifique. Vous énervez pourquoi? Non, parce que vous ne pouvez pas dire, moi on m'envoie pas. Ça, on le voit, on le sent et je le répète d'ailleurs. S'il vous plaît. Je répète le même mot et je réitère les mêmes conclusions. Bon, ça c'est votre éducation. C'est votre éducation dans l'IDPS. Moi je ne suis pas politicien. Vous avez l'habitude d'énerver. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui m'énerve parce que cela, la thèse, et je la concède. Je vous laisse votre thèse de redeviens sur cette thèse. S'il vous plaît, vous me laissez partir. Les politiciens congolais, vous avez l'habitude d'inciter, d'invectiver. Je n'ai jamais incité sur ces plateaux de donner aux gens des étiquettes. On vous envoie, en fait. Mais en réalité, moi, là où je vous attends, attendez, là où je vous attends, c'est que vous dites carrément quelle est votre conception. Et on s'échange là. Votre conception, elle est déjà compris. Vous attaquez à votre on a compris et vous dites au gouvernement comment ils sont liés. C'est la thèse que vous soutenez là. Non, on m'a griffi. On vous a greffé. On m'a griffi. Je ne dis pas où. Mais c'est ce qu'il dit. S'il vous plaît. Dani, laissez-moi d'abord parler. Vous allez avoir la parole. Maître Gamakolo, Maître Kitenge, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est moi qui dirige des débats. Restez dans les faits, s'il vous plaît. Rester dans le fait, ça veut dire quoi? N'essayez pas de faites pas pendant qu'il parle d'attaques personnelles. Ai-je pris, écoute, pas d'attaques. S'il vous plaît, arrêtez un peu ça. Pas d'attaques, s'il vous plaît. Je dis, je ne m'attaque pas à mon confrère. Dans les faits seulement. Je l'ai dit et je soutiens cette théorie. S'il vous plaît. On lui envoie dire et je réitère. Comme ça, on ne sera pas bien. Mais ça veut tu arrêtes l'émission si tu trouves bon. Je suis en train d'analyser. S'il vous plaît, mais tu peux partir aussi. Comme ça, ceux qui m'ont envoyé vont venir parler avec moi. Merci, vous pouvez leur dire. Non. Vous me laissez continuer. Alors, c'est ça. Si c'est pas moi qui parle, c'est ça. Mais si, pourquoi vous pouvez ne pas prendre vos temps de parole pour me recadrer, vous me laissez développer d'abord ce que je veux. Mais parce que vous c'est ça le débat aussi. Au lieu de développer, vous attaquez à moi. Mon confrère, je ne peux pas faire ça sur ces plateaux, je ne l'ai pas encore fait. Si je fais allusion ce qu'on lui a dit, inciter le nom de quelqu'un. Est-ce que dire à quelqu'un qu'on l'a envoyé, c'est une insulte? Dire que je suis malhonnête. Tu es allé loin, tu qualifies mon parti, mon éducation, qui insulte entre moi et lui? Je n'ai pas parlé de son éducation, d'où il vient, qui l'a appris. C'est pas l'éducation des non, politique. Est-ce qu'on peut se dépasser? Non. D'accord. Est-ce qu'on peut se dépasser pour vous? Nous vous laissons la police. Est-ce que vous pouvez vous dépasser, s'il vous plaît? Moi, les téléspectateurs qui vous regardent, en tout cas, ils ont beaucoup de respect. Tu passes ton temps dans ça, les téléspectateurs comprennent. On est habitué à ça. Je ne peux pas l'insulter sur ces plateaux. Merci. Je ne peux pas le faire et je ne l'ai pas fait. Restons dans les faits, s'il vous plaît. Allez-y. Si insinué qu'on lui a fait dire, oui, je l'ai dit, c'est mon point de vue. Alors lui, il peut réfuter ça, il peut enlever ça quand il prend la parole. C'est un débat. C'est cela la réflexion. Ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte quand même. Bon, répondez à la question, s'il vous plaît. De la question, telle qu'il a expliqué. Il parle de Banyarwanda, qui était déjà au Congo à partir de 1910, pour ne pas référer dans le mot. Et en même temps, il parle de Banyamulenge. Alors, j'attendais qu'il établisse la différence entre les Banyamulenge et les Banyarwanda. Dans un autre langage purement scientifique, est-ce qu'il parle de ça par l'expression phonique culturelle ou il parle par l'appartenance du sol après le découpage? C'est un élément important. Même quand la question de la nationalité est purement structurelle, sociologique, mais également elle devient un acte de droit, puisque par exemple à l'état civil nous n'avons que les 3 actes, et vous, moi et lui en connaissant, par l'acte de décès, l'acte de naissance, nous n'avons que l'acte de mariage. Ce sont des éléments et des actes importants du point de vue de droit. Lorsque le Belge répertorie, nous sommes dans les découpages, nous sommes dans l'administration maintenant du Congo, dans toute son hégémonie évolutive, et ensuite jusqu'à l'accession à l'indépendance. On fait le répertoring
par rapport au territoire après le découpage. Les répertorines du territoire font que la même petite notion qui parle de l'existence de l'État, ça veut dire peuple, sol et pouvoir public, qui peut être substitut du pouvoir traditionnel, c'est-à-dire une autorité traditionnelle par laquelle une identité sociologique et culturelle s'y reconnaissent et s'y attachent. Et ce débat commence d'abord par les ethnies. Cela veut dire quoi? D'après le recensement des ethnicologues ou de ceux qui avons fait des études des ethnies et tout ça, les ouvrages que vous et moi nous exploitons et les Belges qui l'ont écrit dans le temps et dans l'espace, je vais faire référence dans les différents ouvrages en question d'ailleurs, nous répertorions dans chaque coin, ici nous parlons du Grand Kivu, dans chaque coin du territoire, les peuples ayant appartenu au sol après la fixation des frontières. Tant tel qu'il est dit à 1885, tant tel qu'il est dit de manière évolutive avec la conquête, il fallait typo, donc l'influence musulmane de l'Est et arabe, s'il faut dire, arabo-musulmane de l'Est, soit partie, il y a un répertoire de ceux qui vivent et qui attachent, qu'il a appelé ici le droit du sol. Et c'est ça même le début même de la définition de l'État. Il faut qu'il y ait un fond, le sol. Même le début d'une ethnie, d'un peuple, le peuple doit appartenir à un sol. Et de ce fait, une fois répertorié, D'où les Banyamulenge et aussi. il glisse d'abord la fausseté. La fausseté, c'est Banyamulenge laquelle? aussi sont, Non. peuvent Dans le répertoire, prétendre être je dis la même chose. prévaloir. Pas du Écoute, tout. soit nous sommes dans le mot et sémantique, soit nous sommes dans la linguistique. J'insiste sur cet aspect où il faut différencier. S'il faut parler à partir d'ethnie, à partir de quel rapport, de quel recensement, de quelle année où on a situé dans chaque fond, j'appelle territoire, une ethnie. Donc ici, j'étais perturbé par le temps qu'il a pris, par le temps que vous avez Je pris. vous laisse Retenez Je vous laisse donner. ça. Appartenir, et il n'y a pas une ethnie dans le répertoire des ethnies congolaises qu'on appelle Banyamulenge. Il n'y en a pas. Non. D'accord. D'accord. 2. Il n'y a pas une ethnie dans le répertoire congolais qu'on appelle Tutsi. Il n'y a pas une ethnie dans le répertoire congolais qu'on appelle Hutu. Maintenant, est-ce que de manière à appeler ethnie n'est pas là, est-ce que le peuple ayant ce culture ou cette langue en commun, existe-t-il chez nous? C'est là où il fallait différencier, que j'ai toujours dit ici, il fallait différencier, sans qu'il soit appelé par exemple Banyamulenge, ou qu'il soit appelé Tutsi, ou qu'il soit appelé Montois, ou qu'il soit appelé Hutu, mais ayant la culture, l'expression, je veux dire la langue, et appartenant à ce sol après qu'est-ce qu'on dit là, le découpage des frontières. Oui, il y en avait déjà quelques briefs. J'ai cité ici aujourd'hui. J'ai parlé d'abord, non pas dans le Rutshuru, je suis parti de là, dans le Massissi déjà même. Merci beaucoup. Il y en a. Merci beaucoup. Dans le Massissi, dans la Rutshuru. Merci. Et quelques côtes de pâturage du territoire de Fizi, qu'on appelle le Haut Plateau. Merci. Et rarement dans la montagne du Mwami de Bafuliro, qu'on appelle donc les environs d'Ouvira. S'il vous plaît. Ou le reste. Merci. Mais dire officiellement que le Banyamulenge. Non. Merci ça, beaucoup. c'est cette thèse que les autres font gober. D'accord. Que nous n'allons pas concéder, mais très bien. Lié à une histoire telle que nous le détaillons autrement, oui. Puisque dans le répertoire des ethnies, il n'y a pas une ethnie Tutsi, il n'y a pas une ethnie Mulenge, Munyamulenge, il n'y a pas une ethnie Hutu. Répertoriée. Merci beaucoup. Appelé dans une autre langue, je l'ai dit la fois passée. S'il vous plaît, merci beaucoup. On a compris. S'il vous plaît, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une existence juridique? Je suis d'accord avec lui sur cet aspect que le nom de Banyamulenge n'a pas toujours été hésité. Mais ce n'est pas parce que le nom de Banyamulenge n'a pas toujours été hésité que la réalité socio-politique ou que l'entité sociale et politique n'a pas existé. Vous comprenez ce que je veux dire? Que par exemple, je parle pour le cas de Banyamulenge. Les Banyamulenge, en 1912, lorsque les Belges viennent pour commencer maintenant à agrandir les chefferies, parce que même les territoires dont ils parlent là, une terre, un roi, une tradition, tout ça, comme un critère pour définir d'abord la nationalité, il faut d'abord que
tout ce qui donne la tribu, le critère, oui, c'est une nationalité de l'époque, parce qu'avant les Belges, ils se considéraient comme une nation entrée. C'est vrai qu'ils n'écrivaient pas ça, comme vous avez dit là, mais pour le Congo, ils se considéraient comme étant appartenant au royaume Congo, ils se reconnaissaient l'autorité du roi Manikongo. Quand on définit très bien dans la structure, comme tu as évoqué toi-même en deuxième, on considère que c'est aussi des États, même si ce n'est pas écrit et que la traduction est beaucoup plus orale. Et pour ne pas m'éterniser là-dessus, il n'y avait pas de... Il a raison, Sur les ethnies. Il a raison qu'il n'y avait pas de terme Banyamulenge. Non, et les ethnies Hutu, Tutsi. Mais les ethnies comme telles existaient sur le territoire congolais. Il n'a pas nié parce que quand il parle de Banyaboucha, déjà au nord Kivu là-bas, dans les Rutshuru, mais ce qu'on appelait Banyaboucha, on les retrouvait également, pas seulement sur la colline de Boucha, mais même ceux qui étaient à la plaine de la Rusizi, il y avait des populations Banyarwanda là-bas, ou Barundi, comme on les appelait, parce qu'il y a aussi des gens qui venaient, parce que les Kirundi et les Kinyarwanda, c'est des langues voisines qui sont un peu plus proches, qui parlaient là-bas. À un moment, on les appelait même les Banyaviura, parce qu'ils voulaient éviter... Oui, ils voulaient éviter, c'est toujours le même, ils voulaient éviter qu'on les appelle Barundi, parce qu'il y avait des tendances pour les autochtonistes du Kivu, ceux qui étaient aînés, de pouvoir leur dire, vous êtes des Bakuyakuya, rentrez chez vous. Alors, ils ont essayé de changer de nom comme ça. Mais pour les Banyamulenge, comme j'étais en train de dire, lorsque les Belges ont commencé à faire le découpage territorial, donc à agrandir les territoires, ces territoires dont ils parlent là, ces territoires-là n'avaient pas de limites claires. On ne peut pas dire, par exemple, que le territoire de Mwenga, qui était occupé en majorité par les Barega, commençait de tel endroit à tel endroit. On ne pouvait pas dire. Je peux donner à mettre quiconque au défi de me dire, les Barega occupaient quelle superficie, combien de kilomètres carrés. Personne ne vous dira. Ceux qui sont venus avec l'idée de dire qu'on a grandi les territoires, il y avait même des gens, comme il avait dit là, qui peut quitter ici, il va là-bas, il devait voir à sa façon. Dans chaque Africain, il y avait une dynastie qui sommeillait. Donc tout le monde pouvait devenir dynastique. Vous comprenez? Il faut comprendre la Kiti de l'époque. C'est pas que tout le monde se reconnaissait forcément que, bon, ils ont la même langue. Ce sont les Blancs qui sont arrivés et disent non, 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 on a grandi, on fait des groupements. On constate ici qu'il y a des clans qui parlent plus la même langue, on les forme en groupement, et puis on prend tel groupement, ils sont plus ou moins proches, qui réellement on forme des chefferies, et puis bon, telle chefferie ici va être la chefferie autochtone dans les territoires, par exemple, de Mwenga. C'est comme ça que vous verrez, même aujourd'hui, lorsque quelqu'un quitte est de Mwenga, il est Moulega de Mwenga, parce qu'il y en a un peu aussi à Walungu, là où il y a la capitale Bukavu. S'il va à Walungu pour devenir gouverneur, il y aura des frictions. Parce que les gens vont dire non, 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 c'est pas pour ça qu'on a eu 21 provinciales à Kivu de 62 à 65. Parce que c'était justement basé sur des gens. Oh non, lui de Mwenga, il ne peut pas diriger ici. Il ne peut pas être ici chef. Comment il peut diriger notre territoire? Même aujourd'hui, ça se pose encore. Les présidents mis en place. Vous voyez, il y a toujours des frictions. Il n'est pas d'ici pour que les chefs du territoire. C'est-à-dire que dans la culture africaine, chaque peuple considère la terre où il est arrivé en premier. C'est-à-dire, comme c'est ça ce qu'ils appellent autochtone, alors qu'en réalité, autochtone veut dire celui qui ne s'est jamais déplacé. Mais bon, ceux qui considèrent qu'ils sont arrivés en premier, ils considèrent que c'est notre terre, c'est à nous. Ils n'acceptent pas que ceux qui sont venus puissent avoir une certaine visibilité sur le plan politique, sur le plan administratif. C'est ce qui crée qu'on leur dit, vous êtes des étrangers, des allochtones, rentrez chez vous. Alors pour les Rwandais, de leur dire rentrer à Burundi, pour les Banyarwanda, de dire rentrer au Rwanda, ça crée des frictions. Mais en réalité, ces territoires-là, ce sont les Belges qui ont défini que Walungu, ça va partir d'ici jusqu'ici, ça va comprendre. Et les mêmes Belges parfois déplacer les peuples. Il ne me contredira pas que les Bembe, par exemple, ont été à un moment amenés vers la plaine de Rusizi pour faire la Kiti de coton. Ils sont restés, ils ont mis au monde. Merci. Et puis à un moment, vous allez voir les Bafoulis, on leur rappelait que non, ça c'est pas chez vous ici. Vous êtes devenus nombreux parce qu'il y a la pression démographique. Vous voyez? Et toutes ces choses-là, pour moi, j'ai dit ceci. Le processus territorial dont il parle n'est pas quelque chose qu'on peut figer à un moment. C'est un processus qui doit pouvoir continuer par rapport à l'évolution socio et politique. Quand les Banyamulenge sont arrivés là-bas, ils ont été placés sous la chefferie des Bembe. Et là où, parce qu'ils étaient minoritaires, partout ils allaient, on les a placés sous la chefferie des Bembe. Chez les Banyaboucha là-bas, ils étaient sous les chefferies des Mwami Hutu. Il y a les Mwami comme les Mwami Ndeze. Merci. Vous voyez un peu ça vers la Russie là-bas. Merci beaucoup. Ils ne dirigeaient pas que les Hutus. Parce que les Hutus et les Tutsis, c'est considéré comme un seul peuple. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que le Rwanda, au départ, fit un État-nation.
ils ont la même langue, ils ont la même culture. Ce sont les Belges qui, après, ont commencé à leur dire que vous, votre nez est plus long, les autres, ils ont commencé à faire des théories des races. Et ils les ont séparés. Et comme toujours, hein, les Belges aiment toujours partout, ils sont dit non, ce sont les Batétés, les Balouba, tout ça, vous êtes tous Kassaïm. Mais ils vous créent des différences pour que, comme on dit, diviser pour mieux régner. Merci. Donc les Banyamuleng existaient, mais les Belges les avaient appelés les Rwandais. Ils n'étaient pas appelés les Banyamuleng. Ce terme-là de Banyamuleng a commencé ici dans les années 70, qui a été popularisé. Merci beaucoup. Mais ils existaient. Nous n'avons pas conclu à cette émission. Allez-y, allez. Non, on va demander encore suffisamment de temps à l'équipe qui va. On peut conclure. On peut récupérer le temps qu'on a perdu à Sisamaï. Non, moi aussi, ça m'a pour rien, puisque vous m'avez prêté les intentions. Je ne peux pas faire. Qu'en est-il alors de l'ordonnance du président Mobutu de 72 où il a accordé la nationalité congolaise à beaucoup de ces il faut soutenir ces populations qui vivaient dans ces régions. Dire cette théorie des vagues, je l'ai entendu dire ici, qu'il faut mettre la question des rwandophones, je préfère le dire comme ça, pour ne pas tomber dans cette erreur historique, d'abord, qui n'a jamais été corrigée du point de vue de l'histoire au Congo, puisque jusqu'à ce qu'on fait le répertoire des tribus, la tribu Banyamulenge n'est pas répertoriée. Mais des peuples à culture rwandophone se disent, nous sommes les Banyamulenge, c'est eux-mêmes qui se disent. Or, du point de vue d'ethnie, du point de vue de cette identité, ce n'est pas une auto-identification que nous nous proclamons, nous sommes des tels, où nous cherchons notre autodétermination. Dès lors que l'État, tout le monde, le peuple, c'est pour ça que le président de manière culturelle, s'il vous plaît, nous nous sommes inscrits dans cet esprit, peu importe, vous êtes de tout ça, de vivre ensemble. Nous nous identifions maintenant à la nation, à l'État, et alors c'est à l'État de le faire. Et au-delà de ça, et même le rwandophone crée un grand flou. Au lieu de rester comme ils veulent s'appeler Banyamulenge dans un niveau, avec le père de le Kizar père, paix à son âme, à 76, il faut le dire, la date, quand cette première appellation est venue au Zaïre, il quitte encore, vous voyez, il peut se retirer dans une réunion, il vous dit, nous, les Tutsis congolais. Il quitte même dans l'esprit des Banyamulenge qui étaient, puisque dans les Banyamulenge, là, il y en a les deux, les Hutus, les Tutsis, tout ça. Nous, les Tutsis congolais. Et les autres se réclament déjà, ils disent, nous, les Hutus congolais. Alors que dans cette idée, ils existent déjà. Ils se disent ça, j'ai vu ça dans un débat au Parlement. Des députés, Mwangachuchu et Ndaïchimie, s'entretiennent, tout le monde se souvient des débats. Moi, je suis où tout ça. Et même, ils créent une confusion dans la manière dont les autres doivent les considérer et les accepter. On ne peut pas miter de manière identique. Tantôt on est Munyamurenge, tantôt on se dit ici on est Munyabwicha, tantôt on dit non, nous sommes les Tutsis congolais. Alors, à ce moment-là, nous parlons des Tutsis congolais là est venu quand? Or, le débat des Tutsis congolais, c'est le débat des Tutsis congolais qui est né très récemment à l'entrée de la FDL. Le débat des Tutsis congolais est né très récemment. Et là, ça a encore des stigmates directs. Et ça ne peut pas créer une intégration, ça ne peut pas créer une affiliation, ça ne peut pas vous unir. Moi, j'ai toujours dit à ceux qui je connais, puisque je suis né aussi grandi à l'Est. Quel impact historique l'ordonnance du président Mobutu a-t-il créé dans cette situation? Si vous voulez, l'impact d'abord, c'est ça aussi la connotation. Cette ordonnance est d'abord l'essence de comprendre qu'il y a les quelques poignées de ceux qui se trouvaient. Il faut souligner qu'en 1959, d'abord, il y a des vagues, pas de ceux qui se trouvaient, mais les vagues de ceux qui sont venus. On appelait le réfugié, c'est documenté par les documents de la Croix-Rouge internationale. Il y a même des vidéos en noir-blanc, je vous avais montré certains, qui ne sont pas tournés par nous, par les Belges. Et ces gens-là venaient fouiller la répression de ce roi dictateur qui était de l'autre côté de la frontière. Ils venaient comme réfugiés. Ils y sont restés. Il y était aussi de Burundais. Et l'ordonnance, en 1959, il y a deux vagues. Les vagues de 51, le vague de 59, plus celui, le tout récent vague de 1961. Ces gens-là étaient comme de réfugiés ici. Et ils ne sont pas venus seulement ici. Et l'autre vague est allée en Ouganda. C'est les vagues de ces réfugiés
de l'Ouganda qui ont créé les FPR avec Rugenda, tout ça paie à son âme aussi avec Rugenda et la vague de réfugiés qui sont allés en Ouganda. Et notre vague est venue ici. Ça, ce sont des gens qui fuyaient la dictature. Et ces gens-là sont de Rwandais d'abord et sans mots, puisqu'ils ne sont pas liés au sol congolais, ils ne se sont pas retrouvés lors du découpage de la frontière, mais ils sont venus pour la survie. Plus tard, ils ont voulu devenir congolais. La volonté a été émise. Et c'est comme ça que le roi d'Isaïr, Mobutu, à 71, a pu accéder à cette demande, concédant, et l'article, l'ordonnance ne porte que deux articles. La demande venait de qui? C'est difficile de vous répondre sur cette question. Les autres taxes, Bisegimana qui était directeur de cabinet qui aurait orchestré, les autres taxes, la pression de la communauté internationale et du Croix-Rouge international de l'époque, puisqu'ils étaient quand même par milliers. Et bref, mais l'ordonnance était de manière à citer la population bien mentionnée, vous pouvez chercher sur Google, Rwanda, Urundi. Même l'ordonnance le répète ainsi. On n'a pas donné qu'au Rwandais, mais même au Burundais. La nationalité congolaise. Zaïroise. Zaïroise. Nous sommes au Zaïre. Zaïroise à l'époque. Et cette ordonnance, on connaît les tractations du comité central de 82, ça n'a pas d'idée. Les débats qui a été né en 1991 lors des conférences nationales souveraines, les dialogues intercongolais, ainsi de suite. Ça n'a jamais été abrogé, cette ordonnance? Je ne connais pas une décision qui l'a abrogée, jusqu'à preuve le contraire. Donc, cette ordonnance est une nature de dire qu'il y a eu des Rwandais naturalisés qui, ces gens-là, ne peuvent pas se réclamer du droit de ces rwandophones qui étaient attachés au sol. Puisqu'ils sont venus en ayant la nationalité des papiers, ils n'ont que le droit de jouissance. Ils ne peuvent pas se dire, nous aussi, nous sommes des... Excusez-moi, qu'est-ce qu'on dit là? Langage moka simple. Oh, ma belle Nabiso Ango, chef coutumier Nabiso Ango, puisque vous avez été naturalisé. Que celui qui devient naturalisé, il intègre seulement l'existence de peuple qu'il trouve, mais il n'est pas attaché au sol à une ethnie. Non, nous aussi, ce sol ici est pour nous. Notre chef coutumier, c'est celui-là, mais ça, c'est quel droit encore là? Merci beaucoup. C'est ça, la difficulté que les naturalisés veulent réclamer les droits de ceux qui étaient des Boucha, ou ceux qui étaient dans le massif, ou ceux qui étaient au plateau, qui étaient déjà dans les découpages des frontières. Ils n'ont pas le même droit. Merci beaucoup, maître Joël Kitenge. Je pense que nous aurons certainement une deuxième partie. Attendez, vous allez réagir. Nous aurons certainement la suite de cette émission la semaine prochaine, parce que, en tout cas, on n'a pas fini. Même moi-même, je n'ai pas fini mes questions. Donc, je pense que la semaine prochaine... Je pense que la semaine prochaine, on va prendre la deuxième partie. On va poursuivre. Maître Gama. Oui, je suis tout à fait d'accord avec mon interlocuteur d'en face, maître Josué Kitenge. Quand il dit que effectivement il y a une partie des Banyarwanda qui ont quitté plus tard, c'est-à-dire qu'il faut distinguer de ceux qui étaient déjà des Banyabusha, qui occupaient des terres avec des Mwami consorts plus tard. D'ailleurs, les premiers Mwami, je crois, c'était Ndeze, je crois, vers 1920. Et ces gens-là, ils étaient déjà dans les territoires, donc ils sont Congolais d'origine. Ils ne sont pas Congolais par acquisition. Non. Les autres qui sont venus plus tard, c'est-à-dire, mais seulement, il est passé vite en 1950. Moi, je voudrais revenir que d'abord, après la victoire de la Belgique sur l'Allemagne, et quand le Rwanda et le Burundi est devenu un protectorat belge, et que les Belges avaient la souveraineté sur l'ensemble de ces territoires, ils avaient également transplanté. Je ne sais pas, il n'a pas parlé de transplantés. Et ces transplantés-là, c'était eux, en fait, qui ont bénéficié d'abord de l'ordonnance ou de l'arrêté du roi organisant les élections, dans lesquelles il définit leur nationalité en disant que tous ceux qui sont venus du Rwanda, comme il a dit, comme Urundi, parce que pour qu'on ajoute, au lieu de répéter ce qu'il a dit, sont réputés congolais. Vous voyez les termes qui ont été utilisés, puisque lui, ici, il n'y avait pas beaucoup d'articles. L'ordonnance de 71 de 72 plutôt, le 15 novembre 1972, a pour ancêtre cet arrêté royal, parce qu'il reprend in extenso le terme de l'arrêté royal qui organisait les élections de 60, parce que la loi fondamentale n'avait pas défini la nationalité congolaise légalement, comme il dit, de façon structurelle. Alors, le roi avait été bité à ces problèmes, parce que c'est lui qui a organisé les premières élections. Qui votera? Parce qu'on va voter le président. Un étranger ne peut pas voter un président. Il faut définir maintenant si
pour ceux qui sont venus. Donc, vous voyez que déjà le roi distingue ceux qui étaient déjà là de ceux qui sont venus. Parce qu'il a dit ceux qui sont venus du Rwanda, c'est-à-dire ils sont allés prendre des gens là-bas, comme ils avaient la souveraineté sur les terres, ils les ont implantés ici. Ils les ont plantés où? À Massissi ainsi qu'à Rutshuru. Ils sont venus s'agréger à ceux qui étaient déjà avant. Quand il les plante, il dit vous êtes réputés Congolais. C'était pour qu'ils puissent voter et qu'ils puissent jouir de la nationalité congolaise. Mais le problème demeurait, parce qu'une fois qu'ils ont voté, le vote est passé, les autres populations, comme par exemple dans les Massissi, ce sont les Houndé qui se considèrent comme autochtones là-bas. Et ils subissaient une pression démographique des Banyarwanda, telle qu'ils se sentaient comme un peu à l'étroit chez eux, d'après eux. Puisque d'après les Houndé, ces terres-là n'appartiennent pas à l'État. D'abord, ça appartient à l'ethnie, comme lui définit là-bas l'ethnie. C'est ainsi qu'il faut quitter, ça c'est une contribution que je voudrais faire à la paix. Il faut quitter ces conceptions de dire que la terre appartient à l'ethnie, cette dichotomie du pouvoir coutumier qui vit concurremment avec le pouvoir de l'État, qui est souverain sur la terre, mais quand il place des gens, il y a des gens qui viennent répéter, non, non, vous n'êtes pas d'ici, vous devez rentrer. Alors, dans cette quête-là, et puis attisée par les politiques, il y a eu beaucoup de frictions, déjà des années 62, 63, 64, 65. Mobutu ayant vu ça, et il a vu que malgré qu'ils ont voté le président de la République, parce qu'ils ont voté le Parlement qui a voté le président, mais on veut leur continuer toujours à leur régner la nationalité. Il a voulu mettre un terme à ça, une bonne fois pour toutes, dans sa philosophie de pouvoir agréger tout le monde, faire un État autour d'un même chef qui est lui-même. Il a pris une ordonnance. Il a pris une ordonnance pour répéter la même chose pour que, au cas où ce n'était pas bien ancré, que ça entre. Là, il était au fait de son pouvoir, il venait de massacrer des Kimbe, consorts, tout le monde le craignait. Il prend cette ordonnance, il dit, ceux qui sont venus du Rwanda au Burundi. Ça ne concernait pas les réfugiés, parce que les réfugiés ne votent pas. Quand on dit parce que c'était d'abord pour voter, les réfugiés sont sous le statut, comme vous avez dit, de l'HCR, et ne votent pas. Ceux qui sont venus en 59 fuyant les persécutions au Rwanda n'étaient pas concernés par cette ordonnance parce qu'ils étaient sous le statut des réfugiés. Ça, vous coupez, ils ne sont jamais rentrés au Rwanda. Ils sont rentrés, moi j'en connais. J'avais des amis qui sont rentrés, beaucoup sont rentrés. On n'a plus le temps, on nous signale qu'on n'a plus le temps, on doit mettre fin à Bon, peut-être l'émission. on peut continuer plus tard. Hein. Oui. Si vous étiez là, peut-être à temps, on aurait suffisamment eu le temps, mais malheureusement. Alors, on prendra certainement la deuxième partie de cette émission la semaine prochaine. Ça avec l'accord des invités. Certainement le jeudi prochain. Le jeudi prochain, on va pouvoir poursuivre cette émission. La deuxième partie, ça sera le jeudi prochain. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. Merci de la fidélité que vous accordez à Congo Buzz. Nous serons toujours là pour vous servir. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, avec de l'eau chaude ou du lait. Profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.